Bonsoir à tous, ici Kimi Chat Noir à l'antenne de Radio Yugi FM, diffusée en direct sur le Discord Yu-Gi-Oh FR. Salut Wab. Bonsoir. Mhm. Vous m'entendez? Ouais, là on t'entend, ouais. Vous allez bien? Bah ouais, tu vas bien? Oui, je vais bien et vous? Ça va. Tranquille. On va repartir un petit peu sur cette banlist qui est assez atypique, assez spéciale. La semaine dernière, on avait fait le nouveau booster Hypernova Photon et on avait fait aussi le deck de structure assez rapidement. Et donc, on s'était posé des questions par rapport à la banlist, par rapport à la réédition donc, de Maxé qui est dans le deck OCG, et par l'absence de Maxé finalement dans la version TCG. La semaine dernière, on n'avait pas encore la liste complète du deck, donc on ne savait pas si Maxé allait être réédité. Par contre, il y avait des rééditions de nouveaux Cancrela dans le booster Hypernova Photon qui sort justement en février, tout comme le deck de structure. Et on savait que la banlist allait arriver entre mars et avril, quelque chose comme ça. Finalement, elle est tombée plus tôt, elle est tombée en février. Bon, bah, pourquoi pas. Alors la banlist donc, est sortie il y a quelques jours. Elle sera effective à partir du 13. Donc le 13, c'est quand? Le 13, c'est lundi. Donc à partir de lundi prochain, la nouvelle banlist sera effective. Mais on a l'habitude en fait en tournoi local que les banlists qui sortent donc le lundi d'après soient effectives exceptionnellement sur le week-end avant qu'elles soient effectives. Donc il faudra parier que les tournois actuels seront peut-être sur la banlist pas actuelle mais prochaine, c'est-à-dire celle qui sera effective lundi. Donc il faut faire attention souvent quand une banlist sort, quelques jours avant, il se peut que vos tournois ne soient pas à la banlist encore en vigueur, qu'elle soit sur la prochaine banlist. Donc ça, il faut toujours se renseigner un petit peu avant, parce que c'est pas du tout la même chose. Alors, nous avons Olivier de Carglass, ce cher ami, qui nous dit que Tyr a déjà fait 6 wins consécutives en event, peut facilement dire 7 en comptant Lyon, je pense que 8 si Vegas se déroule après. Ok, donc là tu parles de la banlist actuelle. Je suppose que les events dont tu parles, c'est toujours sur la banlist actuelle, c'est pas sur la nouvelle qui va être effective lundi. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Alors, Mais c'est juste que là, bah oui, moi c'est Triss qui s'était occupé de faire la review du YCS pour le mag. ouais. Et il me semble qu'il avait parlé du fait que Tyr, bah, il avait déjà fait 6 fois le top en YCS et tout, donc 6 fois d'affilée. Et là, sachant que Lyon, bah, c'est demain, donc la banlist, elle n'est pas encore effective. Donc on peut parier sur encore une victoire de Tyr, hein, j'imagine. Donc c'est pour ça on peut compter une 7e victoire consécutive, je pense, à l'avance. Et après, ben forcément, maintenant que ça va être touché, on va plus trop le voir. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça, tu disais que toi, tu pensais que la ban, elle allait tomber vers mars-avril. Il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait tomber au moins mars. Et oui, c'est vrai que ça aurait pu, mais je pense, tu vois, qu'il y a eu un peu trop de tirs. Ouais, c'est possible. Hein. On voit qu'en OCG, ils en avaient marre, vu que Kid Kalos a été banni. Par exemple, sur Master Duel, et on en parlait aussi la semaine dernière, parce que c'est une grosse question par rapport au sujet des banlists. Depuis l'apparition de Master Duel, qui a une banlist donc forcément différente du TCG-OCG, qui est à peu près une fusion des deux, la question c'est de savoir si Konami n'essaie pas progressivement d'amener le TCG sur une banlist à peu près similaire à celle de Master Duel, et pareil pour l'OCG. Sachant que les deux formats sont différents, que en OCG, donc Europe, ils ont les cartes avant nous, donc forcément ils ont pu les tester avant, donc c'est normal que leur banlist soit différente de la nôtre, et c'est pas non plus la même mentalité de jeu, c'est les mêmes cartes, c'est pas tout à fait la même mécanique, et pourtant, à chaque fois qu'un deck sort, eh bien, il faut quand même remarquer qu'on va souvent se baser sur l'OCG pour essayer de savoir ce qui va en découler après. Donc là, est-ce que le ban finalement de Kid Kalos était si insensé ou si imprévisible compte tenu de ces informations-là? Je pense pas. Le deck est sorti, ça fait quoi, moins d'un an là? Ça c'est une bonne question, faudrait regarder. Tyr, c'est sorti en pote cet été, au mois d'août, le 4. 4 août de l'année dernière, en 2022. Ouais, c'est ça, bah oui. Ben, c'est tôt quand même pour toucher un deck aussi durement.
Parce que après, c'est vrai que Kit Kalos, il est joué x1 dans les decklists, donc ça ferait pas tellement sens de le limiter. Surtout que la carte permet de tutoriser, d'accélérer le jeu de deux manières. Le fait est qu'on peut invoquer une fusion pour le tour adverse assez facilement. Par exemple, si on a Avnis, que l'adversaire commence à activer un effet de monstre, sachant que Avnis c'est la seule entrap de l'archétype Polaspé, enfin maintenant il y en a deux, mais de base Avnis c'était la seule, on l'aspect, on meule 3, si on meule 1, on peut faire la fusion Kit Kalos. Kit Kalos peut envoyer un autre qu'on n'a pas encore meulé, et de l'effet on peut invoquer l'autre fusion qui peut faire par exemple une negate, ou une annulation d'invocation spé. C'est pas anodin, une entrap peut se transformer en une negate plus un monstre sur le terrain et un monstre qui, s'il quitte le terrain, peut revenir, puis faire d'autres choses. Maintenant, la chose est plus vraiment possible parce que si Avnis active son effet, meule des choses, il faut qu'il meule au moins 2 pour faire exactement la même chose, ce qui est assez compliqué mine de rien. On meule au moins 1, c'est pas si anodin. Avant, il y avait les meuleurs, et justement, parlons des meuleurs, le deck a encore été touché. Donc on a Agido, ancienne sentinelle, qui a été touché, qui a été limité. On a Kelbeck, Keldo, la protection sacrée. Et nous avons également Mudora, donc l'oracle de l'épée. Donc en fait, toutes les cartes Ichizu ont été limitées. On a également Merli, Shiren. Waouh, la banlist est quand même déchaînée sur ce deck-là en particulier. Maintenant, de ce que j'ai cru comprendre, le deck était encore très fort en OCG, malgré le ban de Kit Kalos, etc. Ce serait peut-être intéressant de faire une prochaine émission pour voir l'évolution des decks qui ont été touchés justement par cette banlist. Il y en a deux autres qui ont été touchés. Alors, sur les autres cartes bannies, on a la faux artefact et la statue barrière des tempêtes. Alors, la faux artefact, c'est assez marrant de se dire qu'elle est bannie maintenant, sachant qu'elle a été plus problématique auparavant plutôt qu'aujourd'hui. Depuis toujours, hein, il existait des combos de dingue permettant d'utiliser la faux. Le combo classique, c'était surtout avec Alkifibrax, qui lui a été banni, ça fait un moment. D'invoquer ensuite un Synchro 5 qui permettait de faire une baronne avec. Donc on avait potentiellement avec une faux et un Alkifibrax lock de l'extra deck adverse. Et invocation d'une baronne. Une baronne qui fait quoi? Qui fait juste 3 choses. Une negate, donc une fois tant qu'elle est sur le terrain. En effet rapide. Une destruction une fois pendant son propre tour, donc durant la main de phase, un effet qui s'active une fois par tour. Et une invocation spé en la renvoyant à l'extra deck. On peut invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière durant la stand-by phase. Donc ne serait-ce que ça, ça permet potentiellement d'aller chercher des ressources permettant de placer peut-être un OTK. Donc cette carte, elle était pas anodine. Faux artefact. J'avais vraiment envie de la jouer. Ouais, bon, déjà, ça entre bien dans le Trickstar dont je parlais tout à l'heure. Mm-hmm. Mais aussi, ce qui était assez... En fait, je joue dans des formats alternatifs. Je sais pas si tu connais le Common Charity. Non, ça me dit rien. C'est quoi? C'est grosso modo c'est le format où tu peux jouer que des cartes qui sont en commune. Donc ça change complètement. C'est pas du tout les mêmes decks qui dominent et tout. Mm-hmm. Et en fait, dans le prochain deck de structure, on va obtenir une carte. On va obtenir Sanctum. C'est étant donné qu'on avait déjà Faux Artefact depuis le deck de structure. Je crois que c'était Albaz qui jouait Faux Artefact, qui avait Faux Artefact en commune. On aurait eu tout l'engine avec donc Faux Artefact, avec Sanctuaire, avec les trucs pour tutoriser. Ça aurait été assez intéressant dans le format. Mais bon, ils ont ban Faux Artefact, donc ce sera pas faisable. Mais voilà, donc ça m'a rendu un peu triste. Bah, moi je comprends pas très bien, tu vois, pourquoi ban la faux maintenant, alors que ça fait... En fait, pendant la période où ils auraient dû la ban, ils l'ont pas banni. Et maintenant que pas vraiment tout le monde s'en fout, mais que actuellement elle a beaucoup moins d'impact qu'auparavant, ils ont décidé de la bannir. Je me dis, il y a un truc, tu vois, entre les deux qui a pas été raccordé à la bonne époque. Tu vois? Ouais, mais c'est un truc qu'ils font assez régulièrement, en fait. Ce genre de truc, Floodgate, assez souvent, c'est pas au moment où elles sont les plus fortes qu'elles sont bannies. Je pense en particulier, il y avait quoi? Comment ça s'appelle déjà? Zexal, le numéro S0, Zexal Utopique. Ouais. Il a aussi été banni à un moment où il n'était pas vraiment très joué. Ensuite, on va pas se plaindre du fait qu'ils bannent des cartes qui sont vraiment problématiques pour le jeu. Mais je suis tout à fait d'accord que il y a c'est bizarre, les moments où ils bannent certaines cartes, c'est vraiment très étrange, j'ai l'impression.
Donc du coup, c'est un équilibre assez bizarre par rapport au Balnis, parce qu'il arrive qu'on ait des cartes qui sont problématiques, qui devraient soit pas exister, soit être touchées, qui sont pas touchées au bon moment, et qui créent un équilibre avec d'autres cartes problématiques qui surgissent, mais tellement fortes, qui justifient l'emploi des premières. Et du coup, pour le jeu, ça justifie suffisamment le fait de ne plus les toucher. C'est assez particulier. En soi, il est quand même mieux de les bannir, parce que même si elles ont moins d'impact, ça ne veut pas dire qu'elles n'en auront pas plus tard. Donc peut-être mieux vaut cette fois leur dire stop. Ils ont bien vécu, ils ont vécu, on va dire, l'âge d'or de leur moment. C'est pas la peine de leur redonner une possibilité ensuite. La statue barrière des tempêtes ne vise principalement qu'un deck, qui est Floowandereeze, donc le deck des canards, hein, le deck des oiseaux. Alors comment ça va le toucher? La statue était un bête ailé vent, niveau 4. Lorsqu'il était sur le terrain, aucun joueur ne pouvait invoquer spécialement des monstres autres que vent, d'attribut vent. Eh bien, Floowandereeze ne faisait que des invocations normales, faisait très peu d'invocations spéciales, ce qui rendait l'utilisation donc de cette statue incroyable dans le deck. Il n'était pas embêté par cette restriction, et en prime de ça, il y avait un monstre, Robina, qui permettait de le tutoriser, donc aller chercher un bête ailé depuis le deck, de niveau 4 ou moins, l'ajouter à la main et l'invoquer directement en invocation normale sup. Donc c'était très fort dans Floowandereeze, justement pour ces raisons-là. La carte a toujours été un petit peu problématique. Alors je dis un petit peu problématique parce que elle est assez spéciale, parce que l'attribut vent, c'est un attribut qui existe toujours plus ou moins, même si actuellement la dernière méta s'axait plus sur des ténèbres plus qu'autre chose. Il y a des decks quand même des decks rogue par exemple, qui utilisent l'attribut vent. Donc c'est pas un attribut qui est pas très répandu. Par exemple, un attribut qui n'est pas très répandu, ce serait plutôt l'attribut feu actuellement. Il y a très peu de decks qui jouent l'attribut feu. Généralement, ceux qui jouent l'attribut feu, c'est ceux qui sont les decks métal et nouveaux qui sont joués. Là, actuellement, il n'y en a aucun. Donc, je dirais que la statue feu est pire que la statue barrière vent. Maintenant, la statue barrière feu, elle n'est pas tutorisable, elle n'est pas métable facilement, donc forcément, la statue barrière vent on va dire, a plus de galons par rapport aux autres statues barrières. Alors, il y aurait potentiellement un combo qui serait joué avec Small World, donc ça j'ai vu ça il y a quelques jours, et qui est pas bête, pour tenter d'utiliser donc la statue barrière eau à la place d'une autre statue barrière. Alors Small World, comment ça fonctionne? Donc, en fait, vous l'activez, vous révélez une carte, donc vous bannissez une carte face verso depuis votre main, que vous révélez au début. Vous choisissez une autre cible dans votre deck qui doit partager une caractéristique de cette carte, de la première carte révélée, et puis vous choisissez une autre carte partageant une caractéristique commune, et puis vous pouvez l'ajouter à votre main et bannir les cartes révélées face verso. Donc cette magie permettrait d'aller chercher potentiellement la statue barrière eau, qui est la plus facile à tutoriser avec cette carte dans Floowandereeze, mais en vrai on pourrait prendre n'importe laquelle du moment qu'on mettrait un monstre de niveau 4 dans le deck, par exemple bête ailé. On pourrait bannir n'importe quel bête ailé depuis la main, bannir ce monstre de niveau 4, et aller chercher donc un autre monstre partageant cette caractéristique, niveau 4, prendre la statue barrière feu et l'invoquer. La seule différence, c'est que on ne bénéficierait pas des invocations normales sup des monstres Floowandereeze, puisqu'ils n'invoquent que des monstres bête ailés, et donc il faudrait systématiquement avoir une norme supplémentaire pour jouer cet effet. C'est pas impossible, le jour où Morganite sortira, c'est une autre magie qui a plusieurs effets. Et à ma connaissance, qui n'est pas encore sortie, donc n'hésitez pas à me contredire si elle est déjà sortie. Aujourd'hui, donc le 10 février 2023, il me semble qu'elle n'est pas encore sortie, donc il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir tenter de jouer cette carte. Et donc l'effet de cette Morganite, c'est assez fou. Permet d'avoir 2 normes par tour durant le duel.
D'accord? Donc c'est pas une fois par tour dans le tour, c'est pas comme une double invoque, c'est juste que vous avez 2 normes par tour sur tous vos tours à vous. Autre chose, si on active cette magie, on n'a pas possibilité d'activer des effets de monstres depuis la main. Donc on oublie l'entrap. Dans Foundry, c'est plutôt intéressant parce que la principale entrap qu'on joue, ça va être le shifter, qui aura donc plusieurs utilités. Le fait est de protéger nos monstres par des effets de monstres. Principalement les entraps qui ont comme condition d'être défaussés ou envoyés au cimetière pour activer leur effet. Par exemple comme Veiler. Veiler ne peut pas s'activer sous Dimension Shifter. C'est pas possible. Ce Veiler a absolument besoin de toucher le cimetière pour pouvoir activer son effet. C'est son cost. Donc, Shifter permet dans Flow Under Ease de protéger de certaines entraps, permet également de toucher l'adversaire en bannissant des cartes, et permet également potentiellement d'accélérer le jeu en bannissant nos propres cartes et en allant les chercher par exemple avec le token. Voilà, donc c'est la principale entrap qu'on joue dans un deck Founder. Donc il n'y en a pas tellement, elle est jouée dès le début du match. Donc Morganite pourrait très bien se jouer dans le deck sans que ce soit un problème. Parce qu'on pourrait jouer Shifter, Morganite après, puisque c'est sur le reste du duel. Puis, si la carte vous l'avez au cimetière, vous pouvez également bannir un exemplaire en main pour faire autre chose. Donc la carte, même en 3 exemplaires, n'est jamais en main morte. Donc ça c'est intéressant aussi à voir. Par rapport à Morganite, je pense qu'un jour on reviendra sur cette carte quand elle sortira, parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Potentiellement elle aura un impact plus grand que juste se jouer dans un deck qui abuse des normes. Donc forcément elle sera plus forte dedans, mais je pense qu'elle pourrait avoir un impact plus grand dans le jeu, et on verra à l'avenir ce qu'il en sera au moment de sa sortie. Donc, alors, je me permets de te couper 2 secondes à propos de ta carte Morganite. Il me semble qu'elle sort dans Cyberstorm Access en mai. C'est vrai? Ouais. Ah bah c'est... Non, là, il me semble que j'avais aperçu ça. Ah bah c'est intéressant ça. Si ça sort en mai, on est en février, donc c'est à peu près dans la prochaine sortie quoi. Salut, Marine, avec 2 i. Ouais, ton micro il marche moyen. C'est vrai? Ouais, des fois on t'entend pas, des fois on t'entend. Ah, je crois que c'est à cause de ma connexion, on doit me perdre un peu. Je suis Ouais. navré, ouais. C'est pas grave, hein, t'excuses pas. Ouais, Marine, parce que sinon le reste était pris. Ouais, Ok. C'est mon personnage phare emblématique de toute ma vie. Donc, D'accord, Vous avez vu d'accord. l'acquisition que j'ai fait des Monster Reborn? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as fait avec tes Monster Reborn? Je l'ai mis sur Blabla Yu-Gi-Oh! Du coup, ouais, je suis assez content. Ah ok, bon, bah d'accord. Est-ce que tu connais un petit peu le principe de l'émission? Mais non, c'est la première fois en fait, du coup, que je suis arrivé. que je viens. Dac. Bah du coup, alors, normalement, on fait l'émission le samedi. Mais, Ouais. je ne pouvais pas samedi. Donc, on a fait exceptionnellement l'émission ce soir. C'est-à-dire qu'on discute de Yu-Gi-Oh! Les auditeurs se mettent en mute pour éviter qu'on ait potentiellement des bruits de fond. Et on parle là donc d'un sujet en particulier par semaine. Bien sûr, les auditeurs peuvent interagir avec, comme en direct, qui porte son nom, hein, c'est-à-dire que c'est là qu'on écrit les commentaires en direct. Et bien sûr, la prise de parole, pour ceux qui la demandent, l'équipe peut donner la parole à des auditeurs s'ils veulent s'exprimer et parler du sujet. Voilà. Ok, merci. Bah, après, je joue pas avec des decks méta, tout ça. Moi, j'ai repris la collection il y a peu de temps. Du coup, j'ai loupé plein de choses. Bah écoute, je vais essayer de te permettre de rattraper un petit peu ce que tu as raté. Dernièrement, on a eu un deck en particulier qu'on a considéré pendant toute son ascension, hein, pendant le tier 0 du moment, d'accord, qui s'appelait Tierlementation. Son but, c'était d'envoyer des cartes depuis son deck au cimetière, qui rappelait beaucoup un ancien deck qui s'appelle Seigneur Lumière, qui faisait exactement la même chose pour activer et abuser d'autres effets que tu vas envoyer depuis ton deck. D'accord ? Là, ici, le deck se basait principalement sur des fusions, et des fusions assez particulières, parce que n'utilisez pas de magie fusion, passez directement par des effets de monstres.
les effets de monstres, dès qu'ils touchaient le cimetière, pouvaient invoquer un monstre en fusion, soit en renvoyant des matériels depuis le terrain, le cimetière, ou la main au deck, et invoquer le monstre correspondant depuis la zone extra. Jusque-là, ça va. Ouais. Et en plus de ça, je me permets d'ajouter qu'il jouait aussi pendant le tour adverse. Ouais. Il monopolisait le tour adverse pour continuer ses plays. Ouais. Ok. Bon. La nouvelle banlist change la donne puisqu'elle a touché plusieurs cartes de ce deck. Donc on a Kit Kalos des Tirs Lamentation qui est un fusion de niveau 5 qui permettait de tutoriser ou d'envoyer au cimetière une carte Tirs Lamentation. Donc en gros ça pouvait te permettre soit de faire de nouvelles fusions, soit de tutoriser des cartes depuis ton deck, soit de récupérer des pièges par exemple depuis ton cimetière. Je trouve que c'est la magie rapide, en l'envoyant au cimetière tu peux tutoriser des pièges du cimetière. Donc ça c'est pas mal en fonction de ce que tu as meulé pour l'invoquer. On avait quoi d'autre? On avait des cartes qu'on appelle Ichizu, parce qu'elles sont liées à un personnage de l'anime qui s'appelle donc Ichizu Ichtar, qui était la sœur de Mari Kishtar. Ouais, mais c'est dans le premier Yu-Gi-Oh ça? Ouais, c'est ça. En fait, elle utilisait des cartes, voilà, elles ont été EP clairement. Elles sont extrêmement fortes, elles ont été jouées dans ce deck. Donc aujourd'hui, ça change la donne parce qu'elles ont été touchées, elles ont été limitées, et la carte la plus problématique du deck a été bannie. D'accord? Et tout ce qui était abusif dans le deck ont été touchés. Donc là, je pense que la majorité des joueurs doivent être plutôt contents, parce qu'ils devaient en avoir marre de jouer que contre du tir, parce que tir était extrêmement représenté dans les tournois, représenté entre 70 et 90% du temps sur les events. Donc la majorité des joueurs en ont marre de jouer contre, ce qui peut se comprendre. Or, cette banlist. Donc on avait dit Avnis, Merli, Sheren limité, Mudora, Keldo, Kelbeck, et Agido aussi pareil limité, et donc le Kit Kalos banni. Ensuite, on avait donc la statue barrière des tempêtes. Donc on voit que potentiellement le deck Flu Under qui l'utilisait pourra utiliser un substitut, mais c'est pas sûr. Moi personnellement, ce que j'en pense de ce substitut, c'est qu'il n'est pas viable et qu'il ne devrait pas être joué. Parce que passer pour Small World, c'est faire du -1 dans la main et le deck peut pas vraiment se le permettre. Et aller chercher une carte qui ne permet pas de jouer autour d'Entrap et qui favorise le fait de se faire stopper par une voire deux Entrap, c'est une mauvaise idée. Vraiment. Surtout pour bannir potentiellement une carte de la main qui pourrait être utile. Donc je pense pas que le combo sera viable. Je pense que ceux qui pensent l'utiliser ont plutôt une idée intéressante dans les mains, mais finalement à terme qui sera pas exploitable. On a également le sprite de l'elfe qui a été banni. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Déjà se dire que les deck sprites seront moins forts, parce que ce qui permettait le retour assez insensé dans Sprite, c'était l'utilisation abusive du sprite de l'elfe. Donc c'est un Link 2 qui a besoin forcément soit d'un monstre X62 niveau 2 ou un Link 2 pour son invocation, au moins un. Son effet, c'est une fois par tour, il peut invoquer spécialement un monstre de niveau 2 depuis le cimetière. Il peut l'activer durant le tour adverse, c'est toujours un effet rapide. Le point assez fort de cette carte, c'est qu'il peut reborn des Link ou des Exes si l'adversaire a un monstre déjà sur son terrain. Donc il y avait un combo qui permettait de réinvoquer Todd et faire donc 2 negates par tour. Même sans Todd, la carte est vraiment très forte parce qu'elle empêche les monstres qui sont dans ces zones d'être ciblés. Déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà fort. Dans son deck de base, ça permettait de faire des roulements en invoquant le sprite bleu, le blanc, etc. Donc d'aller chercher soit des magiques pièges, soit d'aller chercher des monstres pour continuer à jouer. Donc ça c'était très fort, et potentiellement on pouvait aller chercher d'autres monstres de niveau 2, soit pour bounce avec le chaton automate, soit pour piocher avec le reptile. Ça dépendait de ce qu'on voulait faire avec. Mais c'est une carte qui laisse quand même pas mal d'options. Et elle était aussi jouée dans Tier Lamentation, vraiment le deck pouvait se permettre de tout jouer, parce qu'il pouvait reborn Merli avec pendant le tour adverse, et donc faire une nouvelle interruption, que s'il arrivait à meuler des choses, il pouvait potentiellement soit refaire une fusion, soit faire de nouvelles tutos avec les cartes Mudora qui ont été limitées. Il pouvait soit détruire le deck adverse et le sien pour d'envoyer quelque chose d'intéressant au cimetière, soit de renvoyer 3 cartes depuis les cimetières au deck. Il pouvait soit proc son terrain,
pour détruire une carte sur le terrain, soit empêcher l'adversaire de jouer tout simplement. Ça avait beaucoup d'interruptions par rapport à ça. Donc ça c'est une bonne chose, hein. Je pense que c'est une bonne chose que le sprite ait été banni du coup. Moi perso, ça m'embête. Je suis pas joueur sprite, mais en fait, je le jouais dans mon Orcust. Parce que moi, je joue un scrap Orcust. Et si tu veux, dans la combo scrap, j'envoie le Phantom Mecha Olion, qui est niveau 2 pour spawn le token. Après, je fais ma vouivre scrap et je fais mes combos. Et en fait, à la fin de mon combo, je pouvais faire Sprite Elf, Reborn le Olion. Comme il était niveau 2, je pouvais l'utiliser avec le Elf. Comme ça, je faisais le gigantique. Et à la fin de mon tour, j'activais le gigantique, je spawnais Ibli. Je sais pas si tu vois c'est quoi la carte. Et je faisais une IP avec ça. Et comme ça, je la foutais sur le terrain adverse avant son tour. Donc comme ça, il pouvait pas faire de cartes comme Fenrir, tu le space si tu contrôles aucune carte. Il pouvait pas non plus faire de Lightning Storm, comme il avait déjà un monstre sur le terrain. Et en plus, ça le loquait en lien. Alors c'est pas bête. Donc ça m'embête un peu. Bon, j'ai trouvé une alternative avec le Sprite, à l'inverse. Bah, ça me fait juste du +1 parce que ça me fait jouer Plague Spreader dans le deck. Mais oui, c'est vrai que Elf, en dehors du Sprite, c'était... tu pouvais la placer un peu partout. Dès que tu jouais un niveau 2, ça pouvait être pas mal. Ah oui, dès que tu joues un niveau 2, franchement, la carte est vraiment très forte. Hein. En fait, c'est ça, là, tu vois. Dès que tu joues un niveau 2, tu peux faire la petite lock que je viens de dire, en fait. tu faisais ton elf, tu rebornais ton 2, tu faisais un gigantique, t'attendais d'avoir fini tes trucs pour pas que le gigantique te lock, toi. Et puis après, voilà, tu mettais ta lock Ibli et puis ça emmerdait l'adversaire. C'est un excellent combo, je trouve. Moi, ce que j'aimais bien avec la carte, c'est qu'elle permettait justement de protéger les monstres dans ses zones. Et ça me plaisait particulièrement. Histoire d'invoquer des monstres un peu casse-couilles et l'adversaire peut pas te les negate. Par exemple, si tu procs ta faux artefact qui a été banni aussi, tu l'as fouté dans une des zones de ta link. Du coup, t'actives ton effet, ton adversaire peut pas vraiment répondre à ça, à moins qu'il ait une carte qui cible pas, qui negate. Mais sinon, il est totalement niqué. En tout cas, ça c'est un excellent combo ce que tu montres là. Ce qui montre quand même que la carte est tellement générique, tellement forte finalement. Parce qu'elle fait que reborn des monstres, elle fait que protéger des monstres. Mais en réalité, on se rend pas compte de tous les combos qu'on a potentiellement autour. Et les abus qu'on peut faire avec cette carte. Donc dans cette banlist, on a déjà ça. Après, on a que des cartes qui ont été délimitées. Donc on a Destrudo, on a l'avion à réaction synchronique. L'avion était justifié parce qu'il y avait Alki Fibrax, qui permettait donc de faire Alki en une carte. La bête fantôme Mecha Olion, c'était exactement la même chose, sauf que elle s'était abusée avec la Link 3. Aujourd'hui, puisque les deux Links qui étaient joués avec ce combo sont bannis, il n'y a plus de raison finalement de la garder bannie. Le roi véritable Itosagi, actuellement il n'y a pas de combo avec, donc je pense que tant qu'il n'y aura pas un combo qui se déclarera, la carte restera à 3 tranquillement. On a Yatagaratsu, c'est une carte qui était longtemps bannie, parce qu'il y avait à l'époque la Yata Lock, qui permettait donc d'empêcher l'adversaire de piocher à chaque tour. Sauf que aujourd'hui les decks sont beaucoup trop rapides, et Yatagaratsu n'a pas réussi à trouver une place. S'il a été limité, donc débanni à la dernière banlist, je crois, ou l'avant-dernière, je ne sais plus trop exactement. Les gens se sont posés des questions, ont tenté de le jouer, n'ont pas vraiment réussi à trouver un combo vraiment viable et compétitif avec, donc délimité. Serviant de Dandimion, je suis beaucoup moins... et c'est pareil avec le ressort Espiral, je suis beaucoup moins content de les revoir, parce que Serviant de Dandimion, c'est une carte qui est vraiment très forte dans les decks pendules. Vraiment, elle fait des abus cette carte. Et ressort Espiral, c'est le terrain qui va chercher des cartes Espiral. Espiral, ça fait un moment qu'on ne voit plus faire grand chose. Après, moi je pense que le deck reste fort quand même. Il faut voir ce qui est possible avec. Donc voilà, c'est à peu près mon avis. Alors moi ce que j'aimerais savoir, c'est si on va avoir un jour une banlist qui va réellement se rapprocher de la banlist Master Duel.
Et pareil que ce soit en OCG ou en TCG. Il y a des personnes qui en parlent, je trouve que ça a du sens. Parce qu'on a une banlist OCG qui est forcément différente de la banlist TCG, permet de voir un petit peu les cartes problématiques, au bout d'un moment on les connaît. Konami prend la responsabilité soit de bannir, soit de pas bannir. Parfois on comprend pas ce qu'ils font. Parfois ils bannissent des choses, ça a du sens quelques mois après. Ils bannissent pas des choses, ça n'a pas de sens, et ils laissent une situation ingérable continuer. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que Konami fait un petit peu plus attention à ses banlistes. Elle n'a peut-être pas envie spécialement de perdre des joueurs en cours de route. Donc depuis cette nouvelle sortie de février, on a du support Coach Tira, on a du support pour d'autres decks également, on a du support un petit peu pour Tier Lamentation. Déjà, ce qui est sûr, c'est que Kashtira est incroyablement fort, a des combos qui permettent réellement de gérer les 5 zones monstres adverses, peut gérer également les zones magiques pièges, donc ça reste fort aussi. Possibilité d'avoir une Exise qui fait macro Cosmo, c'est pas rien. Je pense que le deck va vraiment être mis en avant dans les prochains mois. À voir ce que la banlist donc a décidé cette fois de faire. Parce que je pensais vraiment que la banlist aurait été effective que à partir de mars et pas à partir de février. Donc il se peut que Konami ait décidé donc de prendre un petit peu les devants par rapport aux futurs tournois, mais également peut-être aux sorties de février. La nouvelle sortie de février permet ce mois-ci d'avoir un nouveau format. Puisque le format est un petit peu différent, plutôt que de laisser Tier Lamentation au devant de la scène, peut-être que Konami s'est dit, voilà, on veut vraiment que Kashtira progresse, donc on sort ces cartes qui sont très fortes, et pour être sûr, on va le toucher assez fortement, et voilà. On verra comment le mois de février va évoluer, et le mois de mars, voilou. Alors, si tu me permets quelques interactions. Vas-y. Le tir Kashtira, plutôt Kashtira tir comme tu dis. Moi j'ai Kylo du mag qui avait fait le petit paragraphe justement sur la mixité des deux decks. Il m'avait même passé une DL, donc là je l'ai sous les yeux. Et il m'avait dit que c'était vraiment très fort le mix des deux. Après, là, quand je regarde sa decklist et puis que je compare avec la banlist, ça va plus trop aller parce qu'il jouait Sheren, Avnis et Merly x3. Avec Kid Kalos et le Elf. Donc à voir un peu, mais je pense que les gens vont réussir à trouver des alternatives, même en les jouant x1, en gardant le Rhino x3. Il y en a qui vont bien réussir à trouver des trucs. Ouais. Alors il y a des gens qui vont réussir à trouver des trucs. Il faut dire quand même que je pense que la decklist qu'il utilisait, c'est à peu près la decklist qui était surutilisée en OCG avant que Kid Kalos soit banni. Oui, ça m'étonnerait même pas. Ouais, sa decklist était vraiment très forte, surtout par exemple avec le nouveau monstre Kashtira Tir. Ouais, c'est ça. Parce que le nouveau monstre Kashtira Tir fait exactement comme Avnis. C'est-à-dire qu'il permet, même si on perd une carte depuis la main, c'est pas bien grave, on invoque, on meule 3, et ça peut suffire en fait. Et c'est même plus intéressant parce qu'en soi, on ne meule pas non plus le deck adverse, contrairement avec les autres meuleurs Ichizu. Parce que meuler le deck adverse, si on joue en mirror, ça veut dire donner une possibilité à l'adversaire de jouer. Alors que là, c'est pas du tout le cas, et sachant que tous les ratios sont joués en x3 dans le deck, plus les meuleurs, ça donnait à peu près un ratio de 50% de chance, à peu près, de toucher la carte qu'il faut pour faire quelque chose. En réalité, la carte est vraiment très forte. Oui, et puis en plus de meule 3, elle peut remeule 2 en plus, si jamais elle envoie au cimetière par effet de carte. Ouais, carrément. Donc oui, c'est bon, cet effet-là, il faudra vraiment vouloir aller le chercher, parce que les tirs, ils renvoient dans le deck, donc pour proc là, ce qui me vient là, c'est une poly tout simplement, mais après, il y a sûrement d'autres possibilités de le proc, même si ça reste un effet secondaire, de meule en plus, voilà, si c'est possible, ça fera pas de mal, je pense. Alors, c'est possible. Il y a par exemple le piège continu qui permet en envoyant un tiers depuis ton terrain de faire une negate. Ouais, c'est vrai, il y a les pièges. Ouais, il y a les pièges. Ouais. Tu peux l'envoyer depuis la main.
me suis planté. Et d'ailleurs, le Kashtira, je vais faire écho avec la banlist. Tu disais qu'il y avait qu'un deck qui pouvait profiter de la statue barrière vent. En fait, il y en avait deux. Il y a Kashtira qui pouvait en profiter aussi. Parce que comme Kashtira fait pas tellement de normes, parce que même Rise Art, la nouvelle niveau 4, en fait, tu l'aspect, tu la normes même pas. Donc, comme il fait que des spés, ça lui laisse sa norme. Et en fait, dans Kashtira, tu as la licorne qui est d'attribut vent. Ouais. Donc, même si tu as la statue barrière, en fait, tu peux quand même jouer avec licorne. Ouais. Après, ça dépend, parce que si c'est lui qui commence, admettons qu'il joue son combo, etc., effectivement, il peut mettre la statue barrière vent. Je vois pas trop l'intérêt pour lui, parce qu'il faudrait jouer une brique, il faudrait qu'il la pioche dès le début, et il faudrait que cette carte, il part en go first. Donc en réalité, s'il jouait la statue barrière, il faudrait qu'il en joue 3, et il faudrait qu'il les joue en side. Et ça prendrait 3 cartes de side finalement. Parce que s'il arrive en go second, que l'adversaire a déjà commencé à spé, etc., qui a déjà son board, ouais, c'est vrai. À moins de réussir à passer en force, de tout nettoyer et ensuite de mettre la statue sans avoir eu besoin d'une norme, là ouais, je te dis oui, banco. Mais sinon non, ce serait pas très utile. En réalité, je pense qu'il t'a plus dit ça par rapport au fait que le deck arrive à spé quand même sous la statue barrière. Alors, oui et non, parce que c'est possible, avec une norme et cette spé vent, mais sur un setup un peu particulier, il faudrait que le Flounderies n'ait pas eu accès à son terrain, que sur la première spé, il utilise son piège avant la battle phase pour booker, et qu'ensuite le Kashtira invoque norme pour taper la statue, puisque du coup il n'y aurait plus d'interaction, et ce qui lui permettrait de jouer en main phase 2 toutes ces invoques spé. S'il peut potentiellement les faire. En effet, ça fait changer beaucoup de trucs. Ouais. Mais s'il y a le terrain, c'est pas viable parce que l'adversaire ira chercher son méga monarque Reiza et pourrait l'invoquer sur l'invocation norme. Du coup, le terrain pourrait proc Reiza à nouveau et ça suffirait à gérer, le deuxième monstre. Après, si on part du principe qu'en face, t'as pas de Flounder mais un tout autre deck, là, ça peut faire le taf quand même, mine de rien. Ouais, ça peut faire le taf. Après, actuellement, il n'y a aucun deck. Voilà, Ouais, il y a vraiment aucun deck qui, comme Flounder, en fait, peut vraiment jouer une statue barrière. Actuellement, j'en vois qu'un compétitif. Hein. J'en vois qu'un. Je vois Magidols qui peut jouer à la statue barrière terre. Mais pareil, ce serait moins facile, honnêtement, de gérer le truc. Parce qu'il y aurait quand même Fenrir, je crois, qui est terre chez les Kashtira. Et Kashtira aurait déjà plus de facilité à gérer ce board. Si la première interaction pourrait bannir, par exemple, face verso la statue barrière terre, et ce serait réglé. Magidols, en fait, a cette possibilité, depuis que les Vernusylph, en fait, sont sortis, de jouer avec la statue barrière terre, et d'aller tutoriser le piège Vernusylph pour bounce un monstre sur le terrain adverse en effet rapide. Et ce qui fait que tu peux protéger ta statue sur une invocation norme qui tente de la détruire au combat. C'est pas mal le truc là, avec la statue barrière terre. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Olivier ? Moi, je suis sur Edo Pro depuis le début du live. Puis, tu sais, je suis sur une decklist et dans le side, je glisse des cartes pour me rappeler les interactions que j'ai à faire dessus. Et là, je vois, j'ai encore Kid Kalos dans la barre. Ça remonte au début de la conve. Mais tu sais, tu disais que la carte était très forte parce que tu pouvais, tu sais, l'aspect, ça te faisait une tuto, plus après tu pouvais spé en l'envoyant au cimetière, puis meule 5 et tout. Ouais. En fait, ce qui était aussi fort, c'est que tu pouvais l'aspect tout simplement avec une instant fusion. Oui, aussi. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as tout à fait raison. Donc ouais, j'avais ces deux-là. Donc oui, c'est vrai que moi j'avais testé tir parce que j'avais fait une pause d'un an à peu près Yugi, puis je suis revenu, j'ai ouvert Edo et tout, puis j'ai regardé un peu les nouveaux decks, j'étais tombé sur tir. Alors moi j'étais totalement déconnecté, hein, j'avais pu retoucher Yugi depuis un an et tout, donc
Moi, je suis arrivé, j'ai vu un deck, j'ai fait oh la vache, je teste, c'est fort. J'avais aucune idée que c'était le futur deck méta, que tout le monde était déjà en train de le train, que tout le monde le jouait, tout le monde en parlait. Mhm. J'en avais aucune idée. Je crois que c'est Kylo qui m'avait expliqué ça. Mhm. Et je m'étais rendu compte que oui, c'était fort, juste ça. Ah, super fort. En tous les cas, tu peux invoquer une fusion générique un peu plus galère, faire une negate. Ouais, bah, en général, la prédaplante. Hein. Je me rappelle d'un vieux combo. Oh, enfin, c'était même pas un combo, c'est une petite astuce. C'était dans Orcus. Mm. Alors, il y avait un truc à la fin de ton tour, pour pas te bloquer, tu faisais Winda avec instant de fusion, et à la fin du tour, fusion instant déclenchait l'effet de détruire Winda. Tu faisais l'effet de Dingirsu qui empêchait la destruction et tu gardais Winda. Ouais. Je me rappelle de ça, je crois que je l'avais testé à l'époque. Il y a un autre combo à peu près identique dans Abyss Ardent. Abyss Ardent, tu as le Link, et cette Link protège les monstres qui sont dans ces zones liens de la destruction par effet de carte. Du coup, tant que Winda est dans une zone de ce Link, eh ben, ta fusion en fait restait sur le terrain. Vous avez parlé du fait qu'on pouvait débannir d'autres délinquants. Quoi? Duo de délinquants? J'ai pas vu dans la liste des débannis. Il est débanni, lui? Non, mais qu'on aurait pu. C'est un peu mon cheval de bataille ces 2-3 derniers jours. Ah, ok, Je me suis pris d'accord. la tête sur d'autres serveurs avec ça. Ouais, duo de délinquants, c'est la carte où tu balances une pièce. Non, d'autres délinquants, tu payes 1000. Ton adversaire discarde une carte random, après il peut discarder une carte. Après il doit discarder une carte de sa main. Attends, tu payes 1000, il défausse une carte random de ta main ou de la sienne? De la sienne. Et après, Ensuite il doit défausser une carte de sa main. super fort. Je vois pas De son pourquoi choix. je vois pas pourquoi tu veux Ah déballer ouais, je ça. sais. T'as 3 heures devant toi. Non, je plaisante. Non, mais grosso modo, l'idée, Ouais. ce que j'expliquais, c'était que j'ai l'impression que ça entre pas dans le deck building moderne parce que, d'accord, c'est un effet qui est sympa, mais il n'est pas non plus game breaker. Il pas la main adversaire. En go first, c'est ok. En go second, c'est pas terrible. Et puis post side, t'as presque envie d'avoir des cartes qui sont plus effectives contre ça. Donc au final, étant donné que tu discardes une carte random, la carte qui va discard, ça sera jamais une très très bonne carte. Techniquement, c'est acceptable en termes de power level en ce moment. Mais bon, voilà, c'est une argumentation et je suis tout à fait prêt à comprendre que beaucoup de gens ne sont pas d'accord et je suis même pas 100% certain d'être convaincu par mon argument. Bah, c'est une carte, elle fait -1, mais elle fait -2 chez l'adversaire. Après, moins une carte qu'il aura choisie, moins une autre, une carte random. Mhm. Donc ça reste très fort. Après, comme tu dis, c'est vrai qu'en go second, c'est pas vraiment la carte que tu veux avoir en main. Donc c'est vrai qu'elle serait plus efficace en side, un peu comme Parfum, Anti-Magie, etc. Mhm. Elle reste toujours moins forte que Red Lotus, puisque Red Lotus ça va plus loin, ça regarde la main adverse, ce qui te permet quand même de jouer ton tour en conséquence, et ça banne la carte la plus problématique de la main et tu choisis. Bon, en fait, c'est ça. La question que je me posais, c'est est-ce que post-side, tu as envie de jouer ça? Et la réponse, c'est pour moi, il y a plein de match-ups dans lesquels c'est au mieux ok, et au pire, ben, ça peut vraiment te faire perdre ton tour, ou ça peut donner de l'avantage à l'adversaire. Enfin, ça pourrait faire perdre le tour maintenant qu'on jouait. Comment ça s'appelle déjà? Alors, en vrai, ça dépend de la méta, hein, parce que si tu regardes une méta, tu vois que par exemple, comme Tyr, qui va être plutôt content que tu lui balances 2 cartes de la main pour activer des effets et continuer à jouer. Ouais, après, s'il n'y a pas vraiment ça, si tu pars en first, que tu la side, c'est un petit peu le même état d'esprit que Red Lotus, Parfum, etc. Ouais, mais ça va te prendre moins gagner, je pense. Parce que tu focuses rien. Parfois, tu vas enlever une bonne carte, parfois pas. Bah, déjà, il va choisir une carte. Il va être obligé de garder au moins un starter, puis des cartes pour te contrer. Il y a au moins une carte qui va partir, admettons que c'est une carte qui n'a pas d'impact. Il reste 4 cartes en main. Il y a une autre carte, bah là il va pas savoir ce que c'est, ça peut être son starter, et potentiellement s'il pioche pas ce qu'il faut, ça peut l'empêcher de jouer pendant son tour. Tu commences par défausser la carte aléatoire, après t'adaptes. Oui, bien sûr. Ce serait plus fort si c'était dans l'autre sens, en passant. Ah oui, c'est... Mais bon, non, vraiment, on en discutera peut-être la fois où ce sera effectivement des bans. Mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Bah, ça m'étonnerait. Ouais, je pense aussi. Par contre, ce que j'aimerais bien voir des bannis, par exemple, c'est des cartes comme Violent Orage, Tornade Géante. Tornade Géante, peut-être pas trop, parce que t'as quand même des combos avec. Même si moi, je kifferais pouvoir rejouer des combos avec Tornade Géante. Mais Violent Orage, on a quand même Plumeau qui se balade depuis un certain temps. Trou Noir qui a été déban parce que Regeki se balade depuis un certain temps. Alors Regeki maintenant à 3 réédité, à quand Violent Orage?
Ouais, en vrai, Violent Orage, ça peut revenir. Hein. De toute façon, on a Lightning Storm, c'est à peu près similaire. Et les effets, le moment où ça va être profitable de traiter carte magie piège, c'est quand même relativement rare en vrai. Mm. Il y a assez peu de decks qui aiment ça. Donc, ouais, c'est juste c'est moins bon que Plumeau. Mm. Donc, oui, effectivement. Ouais. Bah, moi, je trouverais ça, tu vois, vraiment plus juste d'avoir Harpie Featherstorm banni, Violent Orage qui reste. Sauf que. il y a le Storm ou Feather Duster. Feather Parce que Duster. Feather Storm, ça mérite aussi la banne. Ouais, En vrai. c'est vrai. Normalement, il aurait pas dû revenir, c'est plutôt Violent qui aurait dû revenir, et lui après, tu vois. Enfin, ça aurait été plus logique, Ouais. tu vois, dans ce sens. Par contre, tu vois, toi, ton cheval de bataille, Non. c'était plus pour duo de délinquants. Moi, ce que j'aurais bien voulu savoir, qu'est-ce que les gens pensent encore actuellement, tu vois, de Maxé. Maxé, c'est vraiment problématique comme carte. Bah, je sais pas. Genre, En ECG, c'est joué, Vraiment, sur Master on- Duel, c'est joué, tu vois, pourquoi nous, on la jouerait pas? c'est très désagréable comme carte à jouer. Oui, c'est vrai. T'as pas vraiment de contre. Enfin, faut piocher une out. Enfin, tu vois, et techniquement, ça pourrait revenir. Hein. C'est une carte qui, enfin, ça fait des formats qui existent. Mais est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est ce que la commune veut? Ça, c'est vraiment pas sûr. Et puis, est-ce que c'est une carte qui est saine pour le jeu? J'en suis pas sûr non plus. Je sais pas. Mais oui, objectivement, ça peut revenir. Je crois que quasiment toutes les cartes de la banlist ou presque peuvent revenir sans trop changer de choses. Enfin, à quelques exceptions près, hein, évidemment. Dragon féerique qui a été débanni du coup, avec un errata. Incroyable. Exactement. Mm. Ensuite, les ratas ne changent pas énormément, il me semble. Hein. Ça change Je crois que la pas seule grand-chose. modification, c'est que tu peux pas tutoriser le terrain que tu as détruit. Ouais. Donc, ça change, mais il me semble qu'au moment où ça a été ban, ça tutorisait pas forcément le terrain que tu avais que tu avais sur ton terrain. Enfin, ça pouvait tutoriser autre chose, Mhm. il me semble. Ouais, il y a deux choses qui changent. Le fait de pouvoir faire une seule fois l'effet du dragon par tour. Donc tu pourrais pas en remettre un autre par exemple pour le refaire. Et comme tu dis, ne pas tutoriser la carte détruite. Mais dans tous les cas, ça change pas grand chose parce que en admettant que tu joues par exemple un pseudo space, tu peux détruire le premier terrain, aller chercher un pseudo space, activer pseudo space, bannir le premier terrain et activer les effets du terrain comme si pseudo space était le premier terrain du coup. Ouais, c'est vrai que tu peux faire ça. Cela étant dit, d'habitude, lorsque tu faisais ça, de mon souvenir, tu le faisais sur des terrains qui ont un effet à l'activation, non? Genre par exemple. Ouais. Donc ça tutorise pas, mais dans le combo que tu proposes. Mais c'est vrai que Oui, techniquement, tu peux faire ça. c'est ça. Tout à fait. En fait, si c'est un effet que tu as besoin, tu vois, comme Ravin par exemple, tu vois, un effet que tu actives, The Space c'est super utile, enfin super intéressant, C'est vrai. tu vois, voir ça comme ça. Par contre, si c'est pas un effet que tu actives, mais par exemple un effet que tu veux bénéficier à l'activation du terrain, effectivement, The Space ce sera d'aucune utilité, et tu seras obligé d'aller chercher soit un autre terrain de ton archétype, pour, je sais pas, essayer de voir si tu peux faire un autre combo, par exemple, soit un autre terrain peut-être qui embêtera ton adversaire, par exemple comme Vallée Mortuaire ou certaines choses comme ça, puis le mettre en fin de tour pour emmerder ton adversaire au maximum, c'est possible aussi. Tout à fait. En fait, lorsque on a banni l'ancien dragon féerique, c'était en 2017, je crois que ça devait être mars ou mai, quelque chose comme ça. Et l'idée, en fait, c'est que c'était abusé c'était pas abusé au moment où ça a été ban, c'était abusé dans le fond juste avant, avec Spiral, pour tu détruisais le terrain, et t'allais retutoriser un terrain de Spiral. Bah tiens, parlons de Donc, Spyro. pour tutoriser plusieurs fois. J'ai vu que le terrain avait été débanni, qu'est-ce que t'en penses? Objectivement, tant que le master plan est à 0, ça sert pas à grand chose. Hein. Je pense pas que le deck va pouvoir s'en remettre. Master plan, c'est quand même une sacrée carte. Hein. Ça tutorise plein de cartes, puis ça tutorise des cartes utiles. Mais objectivement, ouais. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le deck est presque full power sur Master Duel et il est pas vraiment considéré comme un bon deck. Hein. Bon, ensuite, il y a Maxé, évidemment, ça se joue aussi. Mais pour moi, c'est une carte sympathique, hein, le terrain Spiral. Et c'est pas une fois par tour, il me semble aussi. Et ça te permet de tutoriser. D'ailleurs, c'est pas un effet à l'activation, c'est un effet que tu déclenches. Donc ça marche bien avec l'ancien dragon féerique.
Mais ouais. Non, effectivement, ça a de l'intérêt. Mais bon, est-ce que ça va devenir bon? Ça, quelques doutes quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je suis pas pressé de revoir carte des bannis de Spyroll. Maintenant, qu'est-ce que ce serait avec le format actuel? En vrai, je pense que ça pourrait se défendre. Je peux pas faire une réflexion sur l'ancien dragon féerique? Bien sûr. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, l'un des derniers decks qu'il a joué, c'était ABC. Parce que l'idée, c'était que tu faisais un combo, qui est d'ailleurs de nouveau faisable maintenant. Tu mets le ravin des dragons, tu défausses une carte, tu envoies Destrudo, et ensuite tu normes un monstre, tu fais Destrudo sur le monstre pour le faire venir. Ensuite, tu synchro 7 le dragon féerique, tu détruis le terrain, et ça te permet en fait d'avoir une espèce de terraformation, d'échanger le ravin des dragons contre n'importe quel autre terrain. C'est assez fort, bon, ça te coûte 4000 points de vie. Et en plus, l'idée, c'est qu'avec l'ancien dragon féerique, tu as l'invocation spé supplémentaire, donc tu peux respect un truc. Et l'idée, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours un combo qui est assez intéressant maintenant pour les decks ABC. ABC, maintenant, c'est plus tellement joué, mais ça se joue un petit peu avec Therion. Et avec ça, tu te retrouves en fait avec un moyen d'accéder à ton terrain. Et étant donné qu'ABC a vraiment besoin de son terrain pour être fort, en ce moment, je pense que c'est de nouveau quelque chose qu'on peut faire. Franchement, le combo, activer Raven et Dragon, envoyer des Strudo au cimetière, faire l'ancien dragon féerique et tu autoriser n'importe quel terrain du jeu, je pense que c'est toujours un effet qui est assez intéressant pour pas mal de decks. Ouais, enfin, c'est vraiment une terraformation qui coûte un peu cher, et ça donne un monstre sur le terrain, plus un truc aspect éventuellement. Je pense vraiment que ça peut être intéressant. Alors, c'est intéressant parce que justement, Destrudo a été délimité. Et oui, c'est ça. À l'époque, il y avait énormément de combos qui jouaient sur les terrains. Il y avait Trickstar aussi qui en bénéficiait avec téléporteur d'urgence. C'est clair. Moi, j'avoue que j'ai essayé un peu Trickstar sur la dernière banlist, vu que le terrasse est sorti de la banlist. L'idée, c'était de jouer ça avec Sprite, et ça donnait des combos assez marrants. Parce que t'activais le terrain, tu faisais Candina, t'allais chercher Lilibelle, et t'as un niveau 2 qui se spé, tu la spé, et puis après, t'as accès en fait à un niveau 2 plus un monstre de niveau 4, tu fais Sprite Jet, Elf, pardon. Ensuite, tu faisais revenir la carte du cimetière, et t'avais accès au tout le combo Sprite à partir de seulement une carte. Je trouvais ça assez marrant. Alors, c'était peut-être pas la meilleure version de Sprite, mais ce qui est intéressant toujours avec Trickstar, c'est que tu as toujours accès au Draw and Lock combo, qui est toujours extrêmement fort en ce moment. Donc, grosso modo, l'idée, c'est que tu as une carte qui fait bannir la main adverse, et ensuite, il repioche le même nombre de cartes. Mais et c'est un piège. Et l'idée, c'est que si ton adversaire tutorise une carte, ou ajoute une carte de son deck à sa main, tu actives cette carte, et tu chaînes Droll, c'est un effet rapide, et donc tu vas juste lui permettre de bannir sa main, et il ne pourra plus repiocher parce qu'il est sous Droll. Et c'est vraiment super fort. Je pense que Trickstar, ça peut avoir un intérêt encore. C'est un deck qui est vraiment pas horrible. Ouais. Trickstar, peut-être avec les runiques. Parce qu'il y a une magie runique qui permet également de faire piocher l'adversaire, lui faire bannir des cartes du dessus de son deck. C'est vrai qu'il y a ça intérêt. Ouais, ça permettrait, si tu as Droll, d'augmenter les chances de forcer le Droll. Oui, tout à fait. Oui. Oui, de manière générale, Droll, c'est une carte qui est relativement ok dans pas mal de formats. Dans le dernier, et surtout, en fait, les gens jouent vraiment plus autour du combo réincarnation Droll. On peut vraiment surprendre plein d'adversaires avec ce combo. Il est très format dépendant, parce que il y a 6 mois, le Droll était très fort. Il y a 3 mois, il ne l'était plus. Maintenant, on verra ce que ça donne. Par exemple, avec les Kashtira, s'ils font beaucoup de tutos, et si ça peut potentiellement arrêter le deck, peut-être, ça peut être une bonne solution. C'est toujours une carte qu'il faut garder en 3 exemplaires dans son classeur, parce qu'à un moment ou l'autre, on sait qu'on va la ressortir. Et on sait qu'on va en avoir vraiment besoin. C'est vrai. Bon, et ça, c'est tout l'avantage en fait de Trickstar, c'est que tu vas jouer nativement des drolls dans ton deck. Donc dans un format qui est très sensible à droll, c'est une assez bonne carte. Ouais. Franchement, beaucoup d'espoir pour ce deck. On verra ce que ça donne pour le format. Toi, tu le vois comment, le prochain format? C'est difficile à dire. En fait, j'ai l'impression que ça dépendra un peu de Kashtira. C'est un bon deck, le problème c'est qu'il est assez prévisible. Donc, je sais pas à quel point est-ce qu'il sera fort. Parce que, franchement, les decks qui sont les plus attendus, c'est quoi? C'est Branded, Branded Bestial, tout ça. Kashtira. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de decks qui sont vraiment attendus. J'ai l'impression que c'est ces 2 decks-là qui tapent dans l'œil.
Donc, selon le deck qui prend le dessus, j'ai l'impression que ça va complètement changer le format. Parce que si c'est Kashtira qui domine, ça sera probablement un format qui sera très différent de si c'est Branded qui fonctionne. Ouais. Comme ça, c'est un peu difficile à dire. Ça dépend de beaucoup de choses. Bah, tu vois, J'ai l'impression. je me demande si Kashtira domine, tu vois, aussi largement, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de repartir sur un format un peu plus strap, un peu plus lent, tu vois, qui joue pas tant essentiellement sur les monstres, C'est possible. sachant que le combo de base de Kashtira, c'est de niquer les 5 zones monstres, par exemple. Mhm. Je t'avoue que c'est comme ça, j'arriverai pas à te dire. Le Kashtira, c'est relativement fort. C'est sensible un peu au hand trap. Donc, ouais. Franchement, j'arrive vraiment pas à me projeter dans le format qui arrive. J'ai l'impression que les résultats du YCS Vegas vont avoir beaucoup d'impact sur la suite du format. Bah, je pense ensuite, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas vues aussi. Bah, c'est possible. Hein, il y a beaucoup de decks qui sont un peu, genre même tiers-mentation. C'est peut-être pas mort. Alors, Olivier, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, j'allais dire, après, tu parles, tu sais, de Kashtira, peut-être, pourquoi pas se tourner sur du trap, machin, parce que ça lock les trucs. Alors, t'en as qui font les locks des 5 zones en un tour. Après, moi, j'ai surtout vu des combos où le mec, il va surtout te faire la Chagrila avec la Art ou à la rigueur avec le Diablosis en plus, et puis c'est tout, histoire de te ban ton deck et le terrain un max. Et même sans jouer des trappes, tu pourrais continuer à jouer tes decks, mais juste changer tes hand-traps. Là, dans Pot, t'as la petite hand-trap qu'on n'a presque pas vue, c'est Kurikara. En fait, tu tributes tous les monstres qui ont activé leurs effets sur le terrain ce tour et tu l'invoques. C'est pas une hand-trap, ça ressemble plus à une espèce de golem de lave ou un truc comme ça, non? Oui, le terme est peut-être pas bien choisi. En gros, si l'autre, il te chaîne tous ses Kashtira pendant ton tour, tu pourrais riposter et lui déglinguer tout son board juste avec cette carte-là. Ouais, c'est vrai. Enfin, la carte est intéressante. Le souci, c'est que est-ce que c'est pas mieux de jouer un truc comme j'allais dire golem de lave, mais golem de lave, ça te prend quand même ta norme. Ouais. C'est un peu différent. Ouais, en vrai, ça peut être intéressant, Kurikara. C'est vrai que je l'avais vu passer dans le mag. C'était intéressant comme carte. J'avais pas vraiment, j'avais pas vraiment réfléchi à la carte, mais en soi, elle peut être intéressante dans ce format. C'est clair. Et regardez une carte qui a l'air incroyable. En tout cas, quand tu regardes la carte, elle a vraiment l'air incroyable sur le skin, qui est passé inaperçu, qui n'a jamais été joué, et qui peut-être nous sauvera tous. Ça, on le saura bientôt, dans quelques semaines. Un mois peut-être. Son deuxième effet, il peut être bien aussi. Imagine le Kashtira pendant ton tour, il fait Fenrir, il fait tout, machin. Donc, tu tributes tous ces monstres, mais en plus, à la fin de ton tour, tu essaies d'un de ces monstres dans son cimetière, tu l'invoques sur ton terrain. Imagine, tu lui piques un Fenrir ou une connerie. Lui, quand il va réactiver un effet, tu vas lui ban. Oui. Non, en vrai, la carte est très intéressante. Bon, et d'ailleurs, en parlant de hand-trap, il me semble que ça se prend assez méchamment Nibiru aussi, hein. Kashtira, non? Il me semble qu'ils font 5 invoques et qu'ils mettent pas de negate. Je crois que oui. Bah, s'il finit pas sur juste sa Shangri-La, bon, il prendra pas, mais si il fait plus, oui, il bouffe. Oui, mais s'il finit juste sur Shangri-La, le combo est pas si fort que ça, non? Enfin, oui, voilà. Si pour finit sur ça, c'est nul. Ouais, si dès l'instant où il fait 2 XP, c'est bon. Ouais, c'est pour ça que j'ai un petit doute sur la capacité de Kashtira à dominer le format. Parce que vraiment, il y a plein de cartes qu'il apprécie, mais vraiment pas du tout. Donc, est-ce qu'il arrivera à être aussi dominant que... Alors, certainement pas aussi dominant que Petit Element, mais bon. En vrai, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une grosse incertitude, ce début de prochain format. On pourrait peut-être avoir un retour de Ghost Ogre aussi. C'est possible. Elle n'a pas une protection. La grosse Xyz... celle qui bloque les zones, j'ai oublié son nom. Ouais, elle n'a pas une protection. Je crois pas. Non, mais même sans le faire sur l'Xyz, mais si tu le fais avant qu'il fasse l'Xyz, t'as le Fenrir, je crois, il ajoute une carte, ou c'est la licorne, je sais plus, si tu le fais à ce moment-là, tu lui pètes un niveau 7, puis après il en a un en moins. Peut-être pas forcément faire l'Xyz, ou alors il en fera qu'une sur les deux. C'est possible. Parce que Ogre, on le voyait plus, parce que il y avait tir, tu faisais Ogre, tu déclenchais les effets des tirs, mais comme là, il n'y a plus, on pourrait peut-être avoir le retour de Ogre. Ouais, peut-être. Bon, ensuite, pour moi, c'est Nibiru qui va devenir fort.
Oui, je pense que Nibiru va être très fort s'il y a des decks qui n'ont pas de protection, parce que c'est aussi ça, hein, le fait que Sprite était bien placé, que Tyr était bien placé, c'est qu'ils avaient tous les deux une protection à Nibiru dans leur archétype, jouable dans leur combo de base, et comme les deux decks étaient surreprésentés, Nibiru est passé en side, et ensuite il est passé du side à plus du tout dans le side, potentiellement, ça dépendait des joueurs. C'est comme ça que Nibiru a disparu du format il y a 6 mois, quoi. Et aussi, il y avait Flunder. Flunder prenait pas Nibiru. Oui, Maintenant, Flunder prend cher sur Nibiru. Son équipe, il peut plus mettre la statue. Ensuite, il peut rester à 4 invoques, hein, mais bon. Oui. C'est pas incroyable. même si on se prend Nib avec Flunder, du moment que t'as réussi à avoir accès à tes 4 petits, que tu les as, que tu peux jouer sur les lock chains, et donc dans ce cas tu ne te prendras jamais H, tu vas tutoriser ton piège et potentiellement ta magie rapide. Voilà, t'as ce qu'il faut. Même te prendre Nibiru, c'est pas si grave finalement. C'est impactant, hein. Je dis pas non. c'est peut-être pas aussi Ça fait grave. plaisir quand même. Hein. Oui. Parce qu'après, le problème, c'est que t'as Nibiru sur ton terrain, mais c'est quand même un gros monstre, Nibiru. Il peut quand même passer des trucs au combat, donc si tu mets tes locks, il faut que tu aies vraiment quelque chose de bien pour pouvoir t'en débarrasser. Ensuite, à mon avis, je pense que Flunder résistera pas à la ban. Il va probablement disparaître du compétitif. Ensuite, ça, c'est que mon avis, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cet avis. Le souci avec Flunder, c'est que le deck est un manque de stabilité qui est évident, qui est pas lié avec les pots. Par exemple, la magie rapide, en fait, elle aide énormément. Ah oui, alors. Pour avoir joué Flunder avant la magie rapide, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Ah oui, bah, c'est totalement différent, hein. Par exemple, dans ta main, t'as un gros, t'as la magie rapide, mais t'as pas de petit, ou t'en as qu'un, mais qui fait rien tout seul. Bah, la magie rapide, elle change tout, hein. Ah, franchement, je verrais pas un Flunder être joué sans la magie rapide. Oui, tout à fait. Je peux pas te le permettre, mais tu peux difficilement jouer sans la magie rapide. Il y a rien, il y a vraiment rien qui a d'équivalent en fait pour la remplacer. Tu pourrais au mieux mettre des contrôleurs d'ennemis si vraiment tu peux pas mettre 60 balles dans ta magie rapide, mais ça fera jamais le même taf, hein. C'est clair. Ce qu'on peut aussi éventuellement jouer, alors ça devient beaucoup plus dark, offrande damnée. Tu sais, tu sautes ta prochaine draw phase et tu pètes un monstre sur le terrain. Ouais. Pour jouer autour, c'est acceptable. Ensuite, l'autre manière de jouer autour, c'est Book of Moon. Lorsqu'on était dans la War, je ne sais plus si tu jouais 3 Book of Moon, mais en tout cas, moi, je jouais 3. Et c'était vraiment... je trouvais que ça faisait vraiment tout à fait le taf. C'est vraiment très bien, mais j'ai voulu vraiment axer plus la stabilité, parce que c'est plus ça, en fait, finalement, qui est bien, parce que Book of Moon, ça arrête un peu, ça stoppe l'adversaire, mais si t'as toujours pas ton starter au tour d'après, t'es mort. Si t'as accès à ton starter dès le départ, et que tu arrives à passer au travers des entraps adverses, même en faisant des baits, c'est suffisant, en fait. Finalement, t'as pas besoin de ton Book of Moon. Même si Book of Moon, dans le deck, je suis d'accord, c'est extrêmement fort. En fait, ça va être l'autre gros problème de Flunder, son Go Second. Je trouvais qu'il était vraiment pas assez bon. Et Book of Moon, en Go Second, c'est OK. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est OK. Ouais. On avait juste pas du tout la même approche. Moi, je partais du principe que Book, c'était ultra polyvalent. Ça permettait parfois de jouer autour de plein de choses. Bah, t'as raison. Et toi, t'as vraiment une approche qui est tout à fait différente sur le deck building. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment une erreur. Enfin, il y a eu quelqu'un d'entre nous qui est tort. Non. Non. On n'avait pas tout à fait pensé le deck de la même manière. On le joue différemment, mais on l'a pensé de la même manière. C'est-à-dire qu'on sait tous les deux qu'il y a un problème de stabilité, qu'il faut protéger tes monstres, mais qu'il faut également stopper ton adversaire. C'est ce que fait Book of Moon. Moi, j'ai géré la stabilité pour essayer de jouer plus sur des baits, pour, entre guillemets, envoyer mes monstres au casse-pique, mais bait mon adversaire pour que ce soit moins contraignant pour moi, et en jouant des cartes également très fortes qui vont tout gérer en une carte. Comme ça, je sais que je peux stopper mon adversaire s'il y a un problème. On joue le deck différemment, mais globalement, on a centré tous les deux les mêmes problèmes du deck. Et on y a juste répondu autrement. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, on va se quitter pour cette émission. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura plu, et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Plus.